Jean-François, bienvenue dans cet épisode un peu à part. Aujourd'hui, on va pas recevoir simplement un entrepreneur. On va tendre le micro à un homme de terrain, à un entrepreneur, à un bâtisseur, à un père, à un homme engagé pour son territoire, pour Jarny. Jean-François Daville, il faut savoir qu'il a grandi dans le silence, dans les galères, dans une ville qu'on regarde aussi parfois de haut, mais il en a fait une force. À 14 ans, il va rénover son premier appartement. À 18, il lance son entreprise et en 2024, il va signer ce livre coup de poing et pourtant je l'ai fait. Ce n'est pas un livre de développement personnel, ce n'est pas une autobiographie classique, c'est un cri du cœur, un appel à ceux qu'on n'écoute pas, un manuel de résilience brute et sincère. Pendant à peu près une heure, on va remonter le fil de la rue au chantier, de la rage à la transmission, du béton à l'IA, de Jarny à Saint-Raphaël, puis son retour aux sources. Préparez-vous un peu à découvrir une trajectoire hors norme de Jean-François Daville, celle d'un homme qui n'a pas attendu qu'on lui donne une place, il l'a construite pierre par pierre. Bienvenue dans Et pourtant je l'ai fait, le podcast. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, tu dis que ce livre n'est pas une leçon, mais un témoignage, notamment une traversée, une vérité, un engagement. Première petite question, pourquoi ce titre et pourquoi cette phrase et pourtant je l'ai fait? C'est parce que ça me résume bien. En fait, toute ma vie, on m'a dit que c'était impossible quand j'ai voulu commencer à 14 ans à travailler, à 16 ans à être entrepreneur. Toutes les étapes de ma vie, quand on écoute les autres, et on est obligé d'écouter un petit peu ce qu'on dit parce que sinon on se renferme sur soi-même. Et j'ai entendu tout le temps que ça serait impossible ce que je veux faire jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, c'est pas juste dans le passé. Et donc voilà, je pense que ce mot-là, ce titre-là est vraiment descriptif de tout ce que j'ai ressenti toute ma vie. Aujourd'hui, tu brigues la mairie de Jarny en 2026, c'est un défi de plus? Alors pas qu'un défi, je viens pas là par opportuniste, c'est pas juste pour cocher une case encore sur mon CV, c'est vraiment par engagement parce que je trouve que la mairie de Jarny, en tout cas que les Jarnysiens vivent une injustice et c'est pas mis au grand jour, donc je viens pas pour faire le bazar, je viens vraiment pour mettre mes compétences au service des Jarnysiens et je pense que dans mon parcours c'est une finalité, entre guillemets. J'ai envie de ralentir, moi, dans la vie. Vous verrez dans le livre, j'ai fait beaucoup de choses. Pas grand monde le savent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'engager pour les autres. Je l'ai toujours un petit peu fait. Là, j'ai envie de mettre mes compétences maintenant au service des autres. Tu dis notamment que Jarny, ce n'est pas juste une ville, que c'est ton socle. Aujourd'hui, pourquoi tu as ce besoin de revenir notamment à tes origines? Oui, c'est mon socle parce que j'ai grandi là-bas, je suis né à Briey, j'ai vécu jusqu'à 6e à Conflans, mais après c'est là où j'ai démarré vraiment, où je me suis fait le plus d'amis, où j'ai commencé à rêver d'être entrepreneur. Donc à 18 ans, j'ai ouvert ma première entreprise à Jarny. Donc on est forcément lié à la ville où on a commencé. Et puis je suis lié un peu, beaucoup même aux amis, aux habitants. Il y a quand même une chaleur là-bas qui se dégage plus qu'ailleurs. Alors on sait que plus on remonte dans le nord, plus les gens sont chaleureux. Mais je trouve qu'à Jarny, c'est plus vrai qu'ailleurs encore parce que je viens de là-bas et parce que je peux côtoyer les gens et je trouve que je m'y sens mieux qu'ailleurs. Tu parles notamment dans ton livre, sur lequel on va développer un petit peu, tu parles d'une enfance entre précarité, silence et notamment regard méprisant des institutions. Est-ce que c'est ça aussi qui te forge et qui t'a forgé? Est-ce que tu as des exemples à nous raconter par rapport à ça? C'est difficile à parler de ça. C'est vrai que quand on en parle, beaucoup de personnes peuvent juger. Moi, j'ai préféré, au lieu d'en parler, de l'écrire. Comme ça, on me découvre plus profondément. Mais oui, je suis issu d'une famille pauvre, ceux qui me connaissent le savent. Et quand on est dans des familles comme ça, on n'a pas trop le droit de rêver, puisqu'on est un petit peu voué à l'échec dès qu'on est, entre guillemets. Puis moi, j'ai voulu me prouver à moi-même déjà que c'était faisable. Et puis si au passage j'ai prouvé aux autres que c'était possible, je suis content. À quel moment tu t'es dit peut-être il y a eu une bascule et là j'ai réussi, là je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai entrepris, je suis fier de ce que j'ai fait? Assez tard. Bizarrement, je pensais ressentir ça plus tôt. Mais non, c'est la deuxième finale, donc récemment, des meilleurs artisans de France, quand on a refait un reportage sur moi, quand j'ai été un petit peu sous le feu des projecteurs. En toute humilité, j'ai ressenti que là, ça y est, je crois que j'avais franchi un cap. J'ai regardé en arrière, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas regardé en arrière. Mon passé était toujours derrière, très loin. Je refusais de le regarder, parce qu'il m'a fait souffrir, bien sûr. Mais là, je crois que j'ai regardé en arrière et j'ai dit, je l'ai fait. D'où un petit peu aussi ce titre du livre, et pourtant je l'ai fait, qui fait référence aussi à chaque étape de ta vie,
où tu as réussi à entreprendre et à réussir aussi de grandes choses comme cela. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, on m'a martelé un petit peu, on m'a répété en permanence que ce que je voulais faire, c'était pas possible. Quand j'ai voulu partir dans le sud, à Saint-Raphaël, on me disait que c'était pas possible, c'était trop dur, le monde était trop mafioso, il faut dire ce qui est. Après, quand j'ai voulu remonter en Lorraine, on m'a dit que c'était pas possible. Enfin, chaque choix que j'ai voulu faire, quand j'ai voulu être pilote, on m'a dit c'est inatteignable, etc. Donc finalement, quand j'ai fait ce concours et que j'étais devant les caméras, voilà, j'ai pu regarder mon passé vraiment droit dans les yeux et dire, en fait, je l'ai fait. Et tu cites souvent, notamment, on m'a tout pris, sauf ma liberté. Cette phrase revient souvent. Pourquoi? C'est vraiment un bouclier pour toi? C'est-à-dire que, encore une fois, là, j'ai été martelé en permanence. Quand on est entrepreneur, on n'est pas la victime, mais on est quand même l'homme à battre et à abattre, les deux. Mais tout le temps, on m'empêchait de prendre la parole. C'est quand on veut faire du bruit, quand on veut faire autrement, quand on veut faire différemment et quand on veut faire pour soi, déjà, on vous prive de tout ce que vous pouvez faire, on vous prive de liberté de créer, d'entreprendre. Et donc, oui, on m'a toujours privé de ma liberté et j'ai toujours dit j'y arriverai et j'y suis arrivé. Comment ça s'est construit aussi ce socle d'entrepreneur que tu as et ce que tu as acquis aujourd'hui? Parce que je pense on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et donc du coup, comment ça s'est construit toi vraiment pour toi ce côté entrepreneuriat? Monter les échelons un par un comme tu as pu le faire pour arriver aujourd'hui à l'entreprise que tu as développée et tout ce qu'on va pouvoir discuter. Alors tu dis qu'on n'est pas entrepreneur, mais moi je crois qu'à l'âge de 3-4 ans, quand j'allais travailler avec mon père sur les chantiers, je savais que je voulais faire ça et de deux, je savais que je voulais entreprendre. Donc depuis vraiment tout jeune, je savais que j'allais bâtir avec mes mains, poser des parpaings, bâtir un empire. En tout cas, c'était mon but. Après, c'est compliqué. Moi, j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait plus d'erreurs que de réussites. Ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Donc, à 18 ans, quand je me suis lancé, je me suis confronté à la vie d'entrepreneur. Et en fait, on apprend de ses erreurs, tout simplement. Donc, on devient un bon entrepreneur grâce aux erreurs qu'on fait. Et c'est quoi peut-être s'il y avait un échec sur lequel tu avais envie de revenir, qui t'a permis de te forger aussi après? Il y a peut-être un petit exemple justement qu'on peut faire quand on est jeune comme ça, quand on lance son entreprise et quelque chose qui t'a permis aussi d'avancer. Ma première entreprise, JF Multibâti, créée à Jarny, ça a été un échec. Il faut le dire, l'échec, mais en même temps qui m'a permis d'apprendre de mes erreurs très rapidement. Et quand je suis parti dans le sud, dans ma tête, c'était je fais un reset de ça, j'en apprends des erreurs et je construis des vraies fondations maintenant. Et pourquoi justement, est-ce qu'on peut en reparler? Pourquoi tu es revenu dans le sud alors? Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Je suis parti dans le sud. Oui, pourquoi tu es parti dans le sud? Parce que j'avais besoin de changement. Je pense que c'est pas que mes racines étaient mauvaises, mais je pense que quand on est dans un lieu où on entend en permanence que j'y arriverai pas et qu'on regarde un peu à droite à gauche, que je suis jeune, sans parents pour m'aider, pour me guider dans l'entrepreneuriat, j'ai fait de mauvaises choses et je me suis persuadé à un moment donné que c'était l'endroit où j'étais qui était mauvais. Je pensais sincèrement que Jarny ne m'apportait pas du bon. Et puis voilà, là aussi on prend du recul et aujourd'hui je peux dire que non, Jarny c'était pas le problème, c'était moi le problème. J'étais trop jeune, pas accompagné, pas assez expérimenté et en fait aujourd'hui quand je reviens à Jarny, je me rends compte que tout le monde a sa chance. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu comme une revanche, mais une revanche sur l'homme peut-être que tu as été aussi plus jeune. Est-ce que ça guide aussi cette décision de revenir à Jarny aujourd'hui et justement te présenter à la mairie de Jarny en 2026? Ouais, j'ai une revanche, oui, ça c'est clair que toute ma vie ça a été une revanche, mais une revanche à moi-même, rien à prouver aux autres. Si au passage je peux prouver que c'est faisable, je le fais. Mais en tout cas, ouais, ça est une belle revanche. Dès 2018, quand je suis revenu à Jarny investir en immobilier, c'était déjà une belle revanche. Et puis là, me présenter aux élections, c'est encore une plus belle revanche. Comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi quand tu es arrivé ici et dans le sud de la France et comment tu es passé, c'est ça qui est un peu important, si tu peux nous refaire un peu le cheminement, comment tu es passé d'artisan
patron reconnu justement de villas d'exception aussi dans le sud. Alors quand je suis arrivé dans le sud avec ma femme, hein, Caroline, qui n'était pas encore ma femme, ma compagne, mais on a galéré encore une fois. Hein. C'est clair que quand on recommence une vie ailleurs, à 1000 km de chez soi, sans un sou, moi j'étais à découvert de 10 euros quand je suis descendu dans le sud. C'est elle qui m'a nourri, hein, même pendant des mois. Et ben c'est compliqué, mais j'ai fait comme beaucoup font, hein, des petits boulots. J'ai trouvé des petits boulots au noir, j'ai pas honte de le dire. Quand on a le frigo vide, on prend tout ce qu'il y a. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait quelques petits boulots, puis je suis tombé sur un artisan qui m'a tendu la main, José notamment, je lui dois beaucoup, il le sait pas, hein, et il sait pas que il a été mon tremplin ici, mais j'espère qu'il le sera à travers ce livre. Et lui m'a fait monter très très vite, m'a fait rencontrer un maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre a vu en moi des capacités hors normes. Et m'a tendu la main, c'est devenu mon père spirituel, Guy. Et du coup, après 3 ans, j'avais déjà 12 employés et je faisais déjà des rénovations de villas à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça a été très très vite quand je suis arrivé dans le sud. Et ça par le travail, hein. Quand on est arrivé dans le sud, je n'ai fait que travailler, c'était 15 heures par jour minimum. Ma femme pareil, et puis elle m'a très vite rejoint dans l'entreprise parce qu'on a très vite évolué. Là, tu as senti quoi à ce moment-là ? Il y avait ce côté revanche que tu pouvais aussi avoir par rapport à tout ce que tu avais vécu auparavant, parce que là, tu dis c'est allé très vite. Donc, tu passes, entre guillemets, d'un échec quand tu es parti de Jarny à un succès assez rapide, assez fulgurant quand tu arrives ici. Comment tu l'as géré ça ? Alors oui, rapide. Comment vous l'avez géré avec ta femme ? Quand je dis rapide pour moi c'est 3 ans, donc ouais, mais voilà. Non, comment je l'ai géré, on avait la tête dans le guidon en fait, on s'en est pas rendu compte. Hein. On est passé de se débrouiller avec la petite caisse à outils à le dernier engin ultra high-tech en 3 ans parce qu'on a bossé comme des fous. Donc très honnêtement, jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais la tête dans le guidon, je m'en suis pas forcément rendu compte. Pour moi j'étais le petit gars comme les autres, et puis après c'est vrai qu'on se rend compte que on peut s'acheter de plus en plus de choses, qu'on est un peu plus à l'aise financièrement. Ça fait se rendre compte qu'on a réussi, ça c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis parce que entre guillemets, j'avais pu poser cette question à plusieurs entrepreneurs et l'échelle de la réussite n'est jamais la même. À quel moment tu t'es dit j'ai réussi ? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas moi, tu vas au restaurant et tu peux mettre 500 balles au restaurant ? Est-ce que c'est parce que tu peux t'acheter un costume sans regarder ? C'est quoi pour toi où tu te dis j'ai réussi là, notamment financièrement ? Vraiment, moi c'est pas la belle voiture qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est quand j'ai commencé à plus regarder les prix quand j'ai acheté un paquet de pâtes. Voilà, ça c'était pour moi la réussite parce que j'ai été élevé dans ça. Quand on faisait les courses, il fallait regarder le prix au kilo, etc. Et quand ma femme allait faire les courses et que je lui disais j'ai envie d'un morceau de viande, je le prenais. Là vraiment, je me suis dit oui, ça y est, j'ai réussi. Et tu parles beaucoup de ta femme, notamment, je sais qu'elle est très présente et notamment dans le livre. Elle a vécu ça, c'est-à-dire qu'au début, quand tu es parti de Jarny, jusqu'au moment où après tu es arrivé dans le sud ? Oui, on est du même village, hein, issus du même village, la même situation de famille, etc. Donc on a tout vécu ensemble, hein, vraiment, on s'est tout partagé depuis le début, hein, les galères et les réussites. C'est ce qui vous a aussi forgé aujourd'hui et qui vous permet d'être un tel binôme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui si on devait, pour cette candidature à la mairie, pour ton nouveau défi, notamment en 2026 ? Elle en pense que, comme elle a toujours pensé, c'est que je suis à moitié fou, mais elle me suit partout dans tous les projets. Mais parce qu'elle sait que, je crois que elle sait que je suis capable de tout. Et tu dis notamment que tu formes, alors là je reviens un petit peu sur ce sujet, où tu formes des compagnons du devoir sans avoir été formé toi-même. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, quand on commence à faire des belles villas, on a besoin de main-d'œuvre de qualité. Et puis malheureusement dans le bâtiment, on a du mal à en trouver. Hein. Aujourd'hui, dans les temps modernes, c'est de pire en pire. Les gens qualifiés, c'est devenu rare. Donc je me suis tourné vers les compagnons du devoir en leur demandant, moi j'ai besoin de transmettre mon savoir et puis en même temps j'ai besoin de gens assidus qui peuvent me suivre dans ces projets de luxe, dans ces villas de 1900, etc. Donc je me suis tourné vers eux, ils ont analysé mon entreprise et puis hop, ils m'ont envoyé mon premier compagnon du devoir que j'ai pris sous mon aile. Moi j'étais encore sur le chantier, hein, donc je lâchais rien et voilà, ça c'était encore une revanche.
Et Ça a été, je me permets de te couper sur ce sujet, ça a été une de tes premières difficultés en tant qu'entrepreneur ici, de trouver des personnes qualifiées ou peut-être motivées? oui, alors quand je dis qualifié, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de personnes qualifiées, mais déjà motivées. Quand on a la motivation, le reste ça suit. Oui, c'est pas ici, hein, je pense que c'est Oui. partout. C'est pas forcément à Jarny ou sur la Côte d'Azur. Donc ça, c'est encore une difficulté aujourd'hui. Et je pense que tout entrepreneur en 2025, c'est sa première difficulté. Tu dis notamment que chaque chantier est une revanche silencieuse. Tu en parles beaucoup. Pourquoi? Est-ce que c'est justement en rapport avec tout ce que tu as pu nous dire précédemment? Pourquoi chaque chantier est une revanche silencieuse? Bah parce que j'aime construire. Moi, j'aime laisser une trace. J'ai commencé à 14 ans dans la mécanique. C'était une passion plutôt qu'un métier. Je m'en suis rendu compte vite parce que la voiture a été réparée, elle partait, puis ça s'arrêtait là. Moi, j'ai vite su qu'il fallait que je retourne dans le bâtiment, en maçonnerie, parce que j'aime laisser une trace. En fait, j'aime bâtir pierre après pierre. Et puis maintenant, c'était devenu parpaing après parpaing, et maintenant, c'est devenu chantier après chantier. Dès que je finis un chantier, je suis content, quoi. Je laisse une trace, les gens se rappellent de moi. Tu parles aussi que tu es pilote. Oui, j'étais pilote, oui, pendant 3 ans. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce côté-là aussi? Peut-être aussi dans le côté mental, dans le côté préparation, dans le côté, parce que je pense que ça apporte aussi pas mal de choses sur ce côté-là aussi, plus aussi tant mental que physique. Qu'est-ce que ça a pu aussi t'apporter au quotidien? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience? Déjà, c'était une étape de plus, hein. J'ai réalisé un rêve de gosse, hein. Voilà, c'était un rêve profond. Je pense que beaucoup de garçons qui aiment les voitures ont ce rêve d'être pilote. C'était où? Alors moi j'ai fait le championnat de France de Twin Cup, surtout toute la France, hein. J'ai fait tous les circuits de France quasiment pendant 3 ans. Donc avec mon propre team, avec un ami, Anthony Janiac, avec qui on a dit pourquoi on ferait pas un team. Lui il était déjà pilote professionnel. Donc voilà, on a dit allez hop, feu. Lui il est entrepreneur, moi entrepreneur, les mêmes visions, les mêmes besoins. Et je l'ai fait. Et c'est vrai, quand je suis monté dans cette voiture, là que j'ai fait mes premiers tours de piste, je vivais un rêve éveillé, hein. C'était fort pour moi. En plus d'avoir son propre team, c'est pas juste d'avoir sa voiture et d'aller faire quelques tours de piste. Mais ça m'a appris beaucoup. Alors je suivais déjà Anthony enfin, ça faisait 14 ans que je le suivais en tant que mécanicien bénévole. Donc là, je suis passé vraiment de la mécanique au pilotage. Mais j'en sors grandi dans le sens où je me suis hyper organisé. Parce que quand on arrive dans une course automobile, tout doit être millimétré. En tout cas, c'est ce qu'on essayait de faire. Et donc, je règle un petit peu ma vie, mes chantiers comme ça. Aujourd'hui, tout est millimétré? Même dans ta vie professionnelle et même personnelle, est-ce que tout est... Personnel, un peu moins. On se met un peu de côté quand on est entrepreneur. Mais professionnel? Mais professionnellement, ouais, j'aime bien quand tout est prévu à l'avance. La passion déjà fait ça. Et puis derrière, oui, pour moi, il faut préparer un maximum. Est-ce que pour être entrepreneur, il faut être passionné? Oui, passionné par ce que tu fais, passionné par ce que tu développes, passionné par... C'est une vraie passion ou est-ce qu'il faut avoir absolument... Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il faut absolument avoir une revanche des parcours comme tu as eu toi, c'est-à-dire qui ont connu la galère, etc., et qui deviennent aussi entrepreneurs aujourd'hui. Tu as de très grands entrepreneurs qui en parlent beaucoup, notamment Anthony Bourbon, etc., qui ont vécu des choses très compliquées aussi et qui, au final, aujourd'hui, en ont fait une force. Ou est-ce que c'est... pour le coup, il faut être passionné par notamment ce que tu fais et le domaine dans lequel tu es. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent pour le côté argent et dire je vais me mettre à mon compte ou je vais lancer un business pour gagner de l'argent. Et souvent, on se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'être entrepreneur, c'est pas juste proposer un service et puis on verra bien si ça marche. Il faut mettre les tripes dedans. Et je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont un passé difficile, chacun a son passé, hein, mais je crois que ça crée des grandes ambitions et puis il faut aimer faire ce qu'on fait, hein. Moi quand je montais des parpaings, j'adorais ça, hein. C'est ça, hein, c'est clair. Et puis après, il faut, je pense, avoir un petit peu avoir eu un passé sans rien pour pouvoir se mettre à 110%, à 200%, 300% dans ce qu'on fait, parce que sinon ça marche pas. Ça, tu penses que c'est indispensable? Si on n'a pas connu
comme tu disais. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un ami entrepreneur qui m'a dit, et c'est pour ça que ça résonne, qui m'a dit une phrase assez similaire, et où une fois il m'a dit, en fait, justement un petit peu avec la même chose, où je ne le disais pas à ma copine, et quand j'allais chercher, j'avais même pas 10 euros pour aller chercher, en gros pour aller chercher deux, trois petites choses à manger, et je devais absolument compter les prix, regarder les prix, etc. Et tu me fais t'as fait ce parallèle avec le paquet de pâtes. Tu penses que si on n'a pas connu ça, on peut ne pas être un bon entrepreneur? Il y en a qui ont réussi. C'est telle hargne en fait, c'est telle hargne, c'est telle revanche. Ouais, c'est une hargne, hein, c'est ça, une hargne contre la vie, hein, un peu. Moi, je pense que beaucoup ont senti de l'injustice quand ils étaient plus jeunes et qu'ils ont voulu tordre le cou à cette injustice par le travail, par la réussite, mais pas forcément par la réussite pécuniaire, juste. Moi, quand je réussis un projet, je regarde presque pas le côté argent, je regarde juste le projet que j'ai fait, donc je m'en fiche un peu de l'argent finalement. Tu as réussi dans le sud notamment, après avoir, donc ce que je te dis, après avoir tout eu en apparence, notamment dans le sud, tu retournes à Jarny. Déjà, pourquoi revenir là où tant t'attendent, notamment au tournant? Et tu le sais, je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est aussi le côté défi? Pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas envie de te dire, allez, je reste tranquille maintenant au soleil, etc. et que tu as envie de retourner à Jarny comme ça, repartir? Est-ce que c'est vraiment ce nouveau défi qui te motive ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Ouais, la question revient souvent, mais on me prend autant pour un fou aujourd'hui, moi qui veux remonter à Jarny, enfin qui va vivre à Jarny, hein, définitivement, que quand j'ai voulu partir dans le sud. En fait, chaque étape de la vie, si on écoute les autres, on fait rien. Donc, qu'est-ce qui me motive? Très honnêtement, j'ai énormément travaillé. Aujourd'hui, je suis père d'une petite fille de 7 ans. Je me rends compte que je cours après l'entrepreneuriat en permanence, après la réussite. Et je pense qu'arrivé à un âge où on commence à se remettre en question, j'ai mes premiers poils blancs. Donc voilà, je crois que pas la sagesse, mais la raison revient un petit peu. Et j'ai vécu vraiment à 1000 à l'heure. Je me suis abîmé, j'ai abîmé mon couple, j'ai abîmé beaucoup de choses dans ma vie à cause de cette passion, à cause de ce besoin d'entreprendre. Et je pense qu'il y a un moment, il faut que je redescende un petit peu. Et puis maintenant, j'ai aussi envie de faire profiter de mes compétences aux autres. Moi, je vais revenir un petit peu sur ce sujet. La politique, c'est aussi un engagement à plein temps. Est-ce que tu penses que tu vas avoir autant de temps que ce que tu avais déjà auparavant? Ouais, bon, à Jarny, c'est aujourd'hui, hein, tel qu'il s'est pratiqué depuis 50 ans, c'est pas à plein temps, hein, c'est même pas un mi-temps. En tout cas, on peut pas. Mais toi, c'est pas ce que tu souhaites. Oui, c'est pas ce que je souhaite. Aujourd'hui, ce qui se pratique, c'est pas ça, mais moi, ce que je souhaite, c'est mettre mes activités professionnelles quasiment toutes de côté, hein. Je resterai quand même aux manettes, hein. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est moi qui gérerai. Donc ma femme, qui est co-gérante, va gérer avec moi et va prendre un peu plus de responsabilités. Je pense réduire un petit peu la voilure. Pour que je puisse me consacrer pleinement à Jarny, et même si je ne suis pas élu, hein, de toute façon, je pense que je continuerai à me consacrer à Jarny. Parce que, ça, c'est une bonne question. Voilà. Si tu n'es pas élu, est-ce que tu reviens dans le Sud? Non, j'ai créé l'association Jarny Ensemble, c'est pas pour faire beau, hein, juste avant les élections. Je ne suis pas politicien, donc moi, quand je dis je fais, non, je ne pense pas que je reviendrai dans le Sud. Après, vous savez... Quand je suis parti dans le sud, je ne pensais pas partir dans le sud. Quand je suis revenu à Jarny, je ne pensais pas remonter à Jarny. On ne sait pas de ce quoi est fait demain. Ça, je reviens sur ce sujet parce que c'est super intéressant, notamment sur le côté politique et l'homme en lui-même. Tu dis, je ne suis pas politique, ce qui est vrai. On a un exemple très concret. Emmanuel Macron a forgé sa candidature, a forgé l'homme aussi sur on va dire sur cette phrase-là, sur ce créneau-là. Ça ne l'a pas empêché d'être élu président de la République. Mais c'est aussi aujourd'hui, quelques années après, ce qu'on va lui reprocher, c'est-à-dire qu'il n'a pas connaissance des collectivités territoriales, il n'a jamais été élu, etc. auparavant. Donc, toi, tu estimes que c'est une force d'avoir été entrepreneur auparavant et justement de pouvoir te présenter en politique. Tu estimes que tu vas pouvoir apporter cette plus-value supplémentaire, notamment à Jarny, avoir un regard différent sur, et on en reparlera, mais sur beaucoup de projets, notamment que tu as pour Jarny? À l'échelle d'une ville, oui. Ça, c'est clair que c'est une force de ne pas être le politicien qui pratique la politique politicienne. On voit bien en ce moment que ça n'a pas fonctionné, hein. Ça fait 26 ans qu'il y a de la politique politicienne et ça ne fonctionne pas. Les chiffres sont là, on le voit très bien. Donc
Je pense qu'à l'échelle d'une ville, après Emmanuel Macron, peut-être qu'il aurait peut-être fallu qu'il ait un peu plus de connaissances politiques, mais ça, c'est pas à moi d'en juger, j'en suis pas à ce niveau-là. Moi, j'y crois sincèrement qu'à l'échelle d'une ville, il ne faut pas faire de politique. Jean-François, tu parles notamment dans ce livre de Caroline comme un pilier, Caroline qui est ta femme, je précise, et tu en parlais un petit peu tout à l'heure, donc j'aimerais revenir là-dessus. Comment vous avez, quand je dis vous, c'est tous les deux, vous avez résisté à tout ce que vous avez pu traverser? Parce qu'on était déterminés tous les deux. Justement, on a connu les galères. Et du coup, il y avait quand même une revanche à prendre sur la vie. Hein. Quand c'est une personne qui n'est pas épargnée, encore on peut se dire que c'est de sa faute. Quand c'est deux, on commence à dire que c'est la vie qui est dure. Ben là, on s'est rendu compte que la vie a été dure pour nous deux. Et puis, comment on a traversé tout ça? Parce qu'on est les mêmes. Hein. Encore aujourd'hui, de temps en temps, on remet le bleu de travail tous les deux, parce qu'elle a travaillé avec moi sur les chantiers. Et aujourd'hui, quand on remet le bleu de travail, alors qu'on s'est fâché 10 minutes avant, après, il y a le sourire. Et puis on se dit, putain, on fait une bonne équipe. Voilà, ça, c'est clair. Il faut avoir la même vision, la même envie de réussir, et ça crée des couples fusionnels comme nous. On n'a pas forcément besoin de se parler. Après, d'apparence, j'ai l'air dur avec elle, et oui, je suis dur avec elle parce que je suis dur avec moi-même, et je serai aussi dur avec ma fille parce que c'est ma philosophie de vie. Peut-être que plus tard je serai un peu moins dur, mais en tout cas, tant qu'on a des choses à prouver et à construire, je resterai le même. On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une femme, on le dit souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu aurais eu cette réussite-là, cette place-là, si elle n'avait pas été là? Notamment, que ce soit l'homme et l'entrepreneur, et peut-être aussi, et je te le souhaite, le futur politique. Est-ce que tu estimes que sans elle, tu serais arrivé là où tu en es aujourd'hui? Cette phrase-là, je ne l'ai pas forcément cru jusqu'à il y a quelques mois, quelques années. Parce que moi, je me retrouvais souvent seul. Hein. Ma femme était là toujours. Mais quand on est seul à prendre des décisions, etc., j'ai eu beaucoup sur les épaules. Donc, j'avais du mal avec cette phrase. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que si elle n'avait pas été là, peut-être que je ne serais pas là. Donc oui, cette phrase, elle est vraie. Et donc tu dis que vous vous êtes séparés notamment géographiquement pendant près d'1 an tout en bâtissant des projets communs. Ça vous a vraiment renforcé ça, notamment cette séparation géographique? Au début, non. Ça nous a éloignés, hein, parce que comme dans tout couple, hein, quand on est à 1000 km l'un de l'autre, on commence à avoir des doutes. Et je pense que c'est humain, c'est normal. Quand on s'est retrouvés au bout d'1 an, chacun avait un petit peu pris sa vie de son côté, donc on se retrouvait, mais pas dans le bon sens. Ça a été un peu difficile, franchement, je le dis, mon couple a failli casser plus d'une fois. Et puis aujourd'hui, quand on a fait en même temps un petit peu ce regard sur le passé, on se rend compte qu'on est inséparables. Ça sera la mort qui nous séparera. Voilà. Et tu parles, donc vous avez eu une petite fille, Oui. Louise, qui est omniprésente aussi. Si on peut en parler juste sur une petite question, quelle place elle a aujourd'hui, notamment dans tes décisions, dans ton énergie, dans ton rapport à venir, que ce soit tous tes choix, tes projets, etc. Comment elle influe aussi sur toutes ces décisions? Alors, elle a une place, mais pas qu'aujourd'hui, pas que depuis qu'elle est née, hein, puisque avant qu'elle soit née déjà, je pense à elle. Hein, c'est-à-dire un gars comme moi qui n'a pas eu grand-chose, alors pas à cause de ses parents, mais parce que je ne suis pas né dans le bon milieu. Déjà vers l'âge de 10-11 ans, je dis quand j'aurai des enfants, je ferai pour eux. Donc j'y pensais. Et quand elle est arrivée, voir qu'au fil des années, elle me ressemble, ça décuple ma force, quoi. Je serais capable de démonter la tour Eiffel si on me demande de la démonter pour elle, quoi. Je crois que quand on dit que quand on est parent, ça change la vie, c'est vrai, quoi. Ça change pour de bon. Aujourd'hui, elle a une place omniprésente parce qu'elle a 7 ans et je crois comme moi je l'étais, elle prend déjà des décisions, elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut être vétérinaire, alors comme beaucoup d'enfants, mais elle a un rapport à la nature, notamment avec ce que je lui ai fait découvrir, le bol d'air, tout ça. J'ai toujours été très ville, très, très business, mais aussi très nature de l'autre côté. J'adore me ressourcer, me coucher dans l'herbe. Et donc tout ça, elle y a pris goût. Et puis les animaux, elle adore. Et en tout cas, ça fait déjà 3 ans que j'entends qu'elle veut être vétérinaire. Donc,
et ben, elle sera vétérinaire et puis papa il va l'aider et puis en tout cas elle est déjà tous les jours avec nous, elle a déjà même une petite partie de ce petit empire et elle prend déjà des décisions, elle sait ce que c'est de louer un appartement, elle sait ce que c'est de faire un placement financier, de mettre dans la tirelire, d'attendre un peu que ça grandisse, de pas trop dépenser donc mais sans que je force les choses et c'est ça qui me fait bizarre, c'est que finalement elle nous regarde. Et elle travaille déjà avec nous, elle fait déjà tout, donc elle apprend de notre parcours. Et du coup, tu nous as expliqué un petit peu le Jean-François entrepreneur aussi. C'est qui le Jean-François papa? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es aussi dur avec toi-même, avec ta femme que tu l'es avec ta fille aujourd'hui ou que tu le seras? Alors déjà, je suis pas beaucoup présent malheureusement, hein, quand on fait autant de choses que moi, ben, on n'a pas le temps d'être trop autour d'une table pour partager un repas. Ça, c'est ce que je me reproche aujourd'hui, mais bon, je pense qu'encore une fois, ça fait partie des étapes d'une vie d'un homme, hein. On peut pas être à la maison à plein temps et construire un avenir à sa famille, hein. Donc j'ai fait le choix, moi, j'ai pas eu de père parce qu'il était rongé par ses démons. Et ben, ma fille n'a pas eu de père jusqu'à maintenant, entre guillemets, c'est fort hein, ce que je dis, mais parce qu'il était occupé à lui construire un avenir. Donc là, le déclic a été fait, notamment avec cette phrase qu'elle a dit à sa mère, hein, pour à quoi il sert papa, il fait que travailler et dormir. Donc ça m'a remis en question et donc j'ai inversé la Ça a été le vapeur. tournant? Ouais, ça a été le vrai tournant, ouais, je crois. Je l'attendais cette phrase. À 7 ans, elle a dit ça. Oui, il y a un peu plus d'un an. Là. Et ça a été vraiment un tournant important pour toi, Ouais. à la fois en tant qu'homme et en tant Ouais. qu'entrepreneur Bah, aussi. dans ma tête, déjà, j'avais l'idée de revenir à Jarny, de réduire la voilure. J'avais l'idée de revendre cette société que j'ai vendue et d'aller plutôt dans le conseil et vraiment de travailler à 200 à l'heure au lieu de 1000 à l'heure. Mais quand cette phrase est arrivée, là, on a enclenché la vitesse pour changer de vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans aussi dans un autre tournant, c'est-à-dire que tu n'es plus juste un bâtisseur? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est arrivé et ce que c'est exactement? C'est vrai que j'ai construit pas mal de choses qui restent, qui servent. C'est pas que de l'éphémère, donc ça c'est aussi une petite fierté. Mais je crois que quand on commence à avoir quelques cheveux blancs, ben on prend conscience que on a construit beaucoup. Et puis on a envie que ça reste, que ça marque. Donc le fait de construire ça presque aujourd'hui plus pour les autres que pour moi, ben je trouve un tournant normal. Hein, voilà, d'offrir ce qu'on peut, nos connaissances, etc. C'était une partie de ma vie. Donc voilà, j'ai décidé de structurer tout ça via des sociétés et une holding, etc. Pour tout ça à but de transmettre, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il ne faut pas être égoïste quand on sait faire les choses, il faut pouvoir les partager déjà avec ses enfants. Et puis derrière, de dire j'arrête d'être trop l'homme de terrain. C'est bien de monter des parpaings, je l'ai prouvé, je l'ai fait. J'ai été 2 fois finaliste. Bon, j'aime bien passer à autre chose, quoi. Voilà, et mes connaissances acquises avec la grande expérience que j'ai, et ben aujourd'hui, il faut que je le concrétise par du conseil. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai construit toutes ces dernières sociétés. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de EasyLock IA notamment? Alors EasyLock IA, c'est tout simplement, encore une fois, l'expérience du terrain. Donc avec tous les biens que j'ai, je me suis rendu compte que Mamie Cathy, quand elle s'en occupait, donc la maman de ma femme, elle faisait beaucoup d'allers-retours, hein, signer les baux, prendre les cautions, etc. Donc on a voulu un petit peu essayer de s'adapter au temps, hein, à l'époque. Et donc on est en train de développer actuellement, hein, ça se fait sur plusieurs années, hein. Quand on fait un projet comme ça, c'est pas on va voir un programmeur et puis 3 semaines après c'est fait. C'est voir tout ce qui ne va pas dans la gestion immobilière, en tout cas de courte, moyenne et longue durée, et puis d'apporter une réponse à chaque problème. Donc aujourd'hui, on sera capable de louer un appartement comme on le fait avec Uber sur une application, et en 2 secondes, c'est fait. Un peu comme Airbnb. Pas seulement Airbnb, il faut savoir que c'est voilà, une plateforme de mise en relation. Donc je vais sur Airbnb et Airbnb s'occupe que du côté financier. Moi, je vais plus loin.
Je fais comme Airbnb, donc cette application va s'occuper du côté financier, mais pas que. Elle va piloter une serrure connectée, elle va piloter la signature du contrat, elle va piloter la caution, elle va piloter tout ce qui est gestion d'énergie, donc à l'intérieur des appartements. La domotique, aujourd'hui, la domotique, tout le monde connaît, hein, les petits appareils connectés, tout ça. Ben, le but, c'est que l'application elle puisse centraliser autant le bien de Airbnb que le bien de la domotique. Et donc, on pourra, le propriétaire, par exemple, aura rien à gérer, tout sera automatisé, il aura juste à regarder s'il y a des problèmes, et encore que l'application lui donne des notifications. Mais par exemple, ça gère aussi le planning des femmes de ménage. Quand on a plusieurs appartements, c'est une galère de faire des fichiers Excel ou de faire des plannings quand on doit faire intervenir la maintenance, etc. Ben, l'application, elle va gérer tout ça de manière complètement automatisée. Et tu parles aussi d'intelligence artificielle notamment. Tu es un homme de terrain, on le sait, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours. C'est plutôt étonnant pour justement aussi un homme de terrain. C'est quoi que tu veux transmettre en t'emparant de ces outils-là et de ces nouveaux outils? Est-ce que tu estimes toi aujourd'hui, à la fois en tant qu'entrepreneur et peut-être même, on en parlera après, à la fois dans la politique, peut-être une vision aussi, est-ce qu'il faut absolument prendre ce virage pour toi aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de savoir se servir de ces outils? Alors je ne saute pas sur une opportunité, hein, l'intelligence artificielle, je l'ai découvert il y a quelques années. L'intelligence artificielle, ça porte mal son nom en fait, hein. C'est pas une intelligence, c'est l'intelligence artificielle, c'est des maths. Et moi je suis très fort en maths, hein. J'arrive à développer des choses mathématiquement très vite. Bon, bah, quand on travaille dans le bâtiment, si on n'est pas fort en maths, c'est compliqué, les chiffres, les métrés, les calculs. Tout ça au quotidien je le fais, et quand j'ai découvert la logique de l'intelligence artificielle, bah, ça a été une révélation quoi, pour moi. Et puis l'intelligence artificielle, alors ça me fait autant peur que ça m'émeut, on va dire, parce qu'on se demande quand ça va s'arrêter. Mais je crois que dans des projets tels que EasyLock, si c'est bien maîtrisé, en tout cas, ça sera bien maîtrisé parce que l'intelligence artificielle est là juste pour superviser, elle ne va pas donner d'ordre, de choses comme ça. C'est pas encore possible aujourd'hui. Je crois que ça me correspond énormément et j'ai sauté sur l'occasion et je peux répondre aujourd'hui à des problèmes grâce à l'intelligence artificielle. Tu estimes qu'aujourd'hui, toi, c'est vraiment un atout majeur qu'il faut absolument s'emparer? Bah, on verra le monde de demain, mais regardez votre quotidien. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais déjà l'intelligence artificielle est là depuis très longtemps, mais on appelait ça l'électronique. Mais l'intelligence artificielle, c'est du code numérique et c'est là depuis tout le temps. C'est juste que c'est en train d'évoluer, de prendre un peu plus de place dans nos vies. Et notamment toi, dans ton secteur, dans le bâtiment, etc., Oui. est-ce que ça, tu penses que tu peux le mettre en place aujourd'hui? Comment tu pourrais le mettre en place aussi? Comment ça pourrait se développer? Bah, dans l'immobilier, ça, Oui, dans l'immobilier voilà, lui-même. Mais... par rapport à EasyLock, ça se met en place. Après, vous savez, il y a plein de projets qui sont en cours. Pas les miens, mais les constructions de maisons en 3D avec des machines, ça se fait déjà et ça se fait de plus en plus. Donc il y a des grands savants qui disent 2026, ça sera le tournant de l'intelligence artificielle. Il y aura ceux qui ne veulent pas s'en servir et ceux qui s'en servent. Ben, j'ai choisi mon côté, hein, je préfère. Toi, tu penses qu'on est plus sur une innovation qu'un danger avec l'intelligence artificielle? Quand c'est maîtrisé, oui, mais ça, juste les années, donc peut-être dans la décennie qui va venir, on aura des hackers, des choses comme ça qui vont s'en servir et peut-être vont faire des dégâts, mais après... Si on a peur, dans ce cas-là, on ne fait rien. Et là, je parle plus à l'homme politique aussi. Comment peut-être tu pourrais, quelles idées tu pourrais avoir aussi avec l'intelligence artificielle pour les Jarnisiens et les Jarnisiennes? Ça se fait déjà au ministère de la Sécurité, hein, je crois, de l'Intérieur, pardon. Et le ministre a décidé d'inclure l'intelligence artificielle sur la surveillance française. Donc ça, c'est déjà fait. Hein, vous voyez, on est déjà dans le futur. Hein, c'est pas demain. Donc... mais aujourd'hui, des caméras gérées par l'intelligence artificielle, c'est presque facile à mettre en place. Donc, à l'échelle communale, toi, c'est des choses que tu as envie de mettre en place? Oui, sur déjà la gestion des caméras. Alors, c'est pas la gestion, c'est l'aide à la gestion. Hein, c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous fliquer. On ne parle pas de reconnaissance faciale. Tout ça, c'est
c'est pas encore autorisé en France. L'intelligence artificielle, ça va plutôt lire en permanence des données de caméra, et quand il y a un attroupement, des choses où on définit bien à l'avance qu'on veut que l'intelligence artificielle détecte et alerte, et ben tout ça, ça peut nous aider. Ça peut remplacer une personne au centre de gestion, et puis avec la police municipale que je prévois de créer, ben faire des alertes, et puis que la police municipale puisse directement se rendre sur place quand il y a un problème. Et tu dis notamment dans ton livre vouloir transmettre des valeurs, et t'en parlais tout à l'heure, avant du patrimoine même. C'est quoi ces valeurs? Si aujourd'hui tu devais nous parler de toutes ces valeurs, c'est quoi ces valeurs que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Bah, moi, j'ai toujours été axé sur les valeurs, hein, même si je suis un entrepreneur qui fonce. Les valeurs ont toujours été en moi. Moi, j'ai l'honnêteté, hein, ma mère me l'a toujours inculqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui je peux la remercier. J'ai été enfant de cœur, etc. Donc j'ai vraiment des valeurs ancrées en moi qui m'ont jamais lâché. Et ça, c'est quelque chose que je veux transmettre à ma fille, parce que un homme. Ces valeurs de quoi? Ces valeurs de courage, de travail, c'est quoi? Le travail, l'honnêteté, et puis surtout, et puis ne jamais dire non, toujours aller de l'avant. Voilà, donc ça, je le transmets en tout cas à ma fille, d'être toujours droit, avoir une bonne rigueur en soi. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur un projet assez important, le projet Bolder notamment. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous expliquer pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est déjà, et savoir si c'est vraiment une utopie écologique ou un modèle concret d'autonomie territoriale. C'est vraiment important que tout le monde puisse comprendre aussi ce projet. Si tu peux nous le résumer, nous l'expliquer un petit peu. Alors déjà, le Bolder, il faut savoir de quoi c'est né, hein. C'est pas un business. Aujourd'hui, quand j'en parle en ce moment, pas beaucoup de personnes ne connaissent le projet, parce que j'ai acheté un terrain au milieu des champs à Boncourt, dans le 54, et j'avais. À Jarny. C'est juste à côté de Jarny, c'est un village à côté de Jarny. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'être au milieu des arbres, au milieu des champs pour me ressourcer, parce que j'aime ça, hein. Et puis, de l'entrepreneur, hein, il rénove un petit peu la cabane qui est sur place, il rénove celle d'à côté, il cure l'étang, il fait ci, il fait ça, puis c'est devenu tout doucement un bel endroit. Et puis le visionnaire qui est en moi a fait un projet finalement complètement hors norme, et que j'ai décidé d'ouvrir au public, parce qu'à la base c'était que pour moi, c'était que pour me ressourcer. Et puis je me suis dit pourquoi pas en faire un exemple, politique ou non, ça c'est aux gens de juger, mais moi j'ai montré ce que je savais faire, ma passion, et aujourd'hui on arrive à vivre dans un terrain au milieu des champs sans être accordé à l'eau ni à l'électricité, en toute autonomie et avec un confort pas mal. Donc c'est quoi exactement concrètement? Le Bolder, c'est un terrain de loisirs où on peut venir avec famille, enfants. Tout le monde peut venir? Non, c'est pas ouvert au public, en fait, c'est-à-dire qu'on réserve, hein, sur le site internet Le Bolder ou Daville Pro Immobilier. Encore là, tout se fait en ligne, hein, pas besoin de se déplacer pour signer des papiers. En 5 minutes, avec une carte bleue, vous allez vous réserver, vous choisissez le nombre de personnes, la date et ce que vous avez besoin, puisque on a plusieurs activités en plus. On loue des motos électriques sur place, des vélos, on a de la tyrolienne, on a un bain nordique chauffé au bois, encore une fois, puisque c'est écologique. Et puis vous venez et puis vous profitez, vous pouvez organiser un mariage, il y a tout ce qu'il faut, le matériel professionnel que j'ai de tous les restaurants que j'avais avant. Donc tout ça, je les ai mis en un lieu, concentré. Et c'est en gros un terrain pour les grands enfants, quoi. Voilà. Et c'est quelque chose que qu'est-ce que tu vas en faire peut-être de ça aussi? Est-ce que tu vas développer le projet? Si demain tu es élu notamment à Jarny, qu'est-ce que tu vas en faire? Quel est le projet vraiment avec ça? Je me suis rendu compte qu'avec mes petits moyens, même si, vous savez, dans la vie, hein, on est toujours plus petit qu'un autre, hein. Donc moi je me suis rendu compte qu'avec les petits moyens que j'avais, j'ai réussi à faire ça. Donc demain, si je suis élu, ou si je m'investis un peu plus dans d'autres projets, on peut le faire à grande échelle, en fait, hein. L'autonomie, c'est pas utopique, hein. C'est là, c'est aujourd'hui. C'est juste les mœurs, hein. C'est compliqué de faire changer les gens d'avis tant qu'ils n'ont pas ça sous les yeux. Et avec le Bolder, ils l'ont sous les yeux et ils veulent pas encore y croire des fois. Bon, après, voilà, moi je vais continuer à avancer et prouver que c'est faisable. Et pourquoi pas à Jarny créer un quartier complètement autonome, comme je l'ai fait au Bolder, mais à plus grande échelle. Plus grande échelle. Ouais.
Tu veux faire pour Jarny, notamment c'est ce que tu as expliqué. Moi j'aimerais savoir un petit peu ce que tu veux faire aussi aujourd'hui pour Jarny, parce que c'est le moment, t'en parles aussi dans ton livre, mais ce que je veux dire c'est le moment d'en parler aussi face caméra et en vidéo, sans tomber un petit peu dans les promesses électorales, parce que le temps de la campagne viendra et tu auras le temps de développer aussi tous ces projets en vidéo, mais concrètement, qu'est-ce que toi et ton équipe vous allez proposer de nouveau pour Jarny? Alors dans le livre, j'en parle qu'un chapitre. Hein. C'est pas un livre politique à la base. Non, oui, c'est un livre que j'ai voulu faire pour moi et puis pour qu'on me découvre parce qu'on souvent on parle de moi sans me connaître. Alors en bien ou en mal, hein, ça chacun fait son idée sur moi, mais au moins voilà, on pourra me connaître et puis en faire une conclusion. Mais ce que je veux faire pour Jarny aujourd'hui, mais c'est simplement continuer en fait dans la dynamique que j'ai toujours fait, c'est-à-dire faire autrement, parce que on voit bien que ça fonctionne pas. Alors d'autres diront les opposants, etc. Mais moi je suis même pas dans l'opposition, je m'en fiche finalement. Je constate que ça fonctionne pas et moi je suis quelqu'un de pragmatique, ça marche pas, je répare et je fais d'une force. Donc je pense que si les Jarnysiens, en tout cas, me font confiance, on pourra pas faire de grandes choses. Je vais pas métamorphoser Jarny en 5 ans, hein, c'est pas possible. Mais on va pouvoir, en tout cas, enclencher une dynamique différente et faire que dans 10 ans, Jarny sera différente, ressemblera aux grandes villes voisines. Hein. On a beaucoup de villes comme Briey, etc., qui ont continué à s'expanser et c'est bien, sauf que Jarny a régressé. Donc je pense qu'il faut un petit peu un sauveur ou quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main. Et je me place dans cet homme-là. Et tu as notamment un petit peu, on va dire, tapé du poing sur la table dans les journaux locaux. Avec, j'ai en tête on va dire deux mesures assez fortes que tu as balancées un petit peu comme ça dans les journaux aussi. Enfin, balancées mais réfléchies quand je dis ça. C'est notamment la paye au SMIC, de te payer au SMIC et d'être joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les habitants de Jarny sur ton téléphone portable. Est-ce que tu estimes que c'est pas justement des promesses est-ce que tu n'as pas peur du retour de bâton par rapport à ça, qu'on te dise bon, c'est encore des promesses en l'air d'un futur politique, etc. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est faisable et que c'est quelque chose que toi tu as envie de faire mais qui est possible de faire? Parce que c'est assez fort comme mesure. Je pense que beaucoup auraient aimé pouvoir le faire. Est-ce que toi, tu penses que c'est aussi ce côté proximité que tu as envie de montrer grâce à des mesures comme celle-ci? Moi, j'ai rien envie de montrer, j'ai juste envie de faire. J'ai juste envie de prouver. Je suis pas politique. Jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans que j'ai dit je veux faire un projet, je l'ai fait. Alors, il est bien marché, pas bien marché, etc. Ça, hein, la vie, si on savait tout, on serait pas là. Donc non, ce que j'annonce, en fait, oui, ça peut choquer certains, mais bon, pour une petite ville comme Jarny, pourquoi le maire, on pourrait pas l'appeler quand il y a vraiment un problème concret? Je vais pas gérer le bac à fleurs qui dérange devant une place de parking ou quoi aux caisses. Moi, je fais confiance aux Jarnysiens. Aujourd'hui, mon numéro de téléphone personnel, tout le monde peut le trouver. Il est sur toutes mes enseignes, donc tout le monde peut m'appeler et les gens sont cohérents. Ils m'appellent pas à minuit, à 2h du matin. Donc je fais confiance aux Jarnysiens quand ils vont avoir un problème concret, quand ils veulent parler d'un projet. Moi, j'ai envie qu'un entrepreneur comme moi, demain, si je suis élu, me dise tiens, j'ai un projet de construire une usine ou quoi, ok, bah, il puisse trouver mes coordonnées, m'appeler, dire voilà, monsieur le maire, j'aimerais bien vous rencontrer. J'ai un projet qui dépasse un peu l'ordinaire. Est-ce que je peux vous rencontrer? Voilà, c'est ça en fait, être de proximité. C'est l'opposition va se servir de ça pour dire que je fais des mesures populistes, mais non, moi c'est juste que je suis humble et si on veut m'appeler, on m'appelle. Cette proximité que tu as aussi envie de Mais j'ai toujours été donner. comme ça. J'ai beau avoir des belles entreprises, tout ça, moi j'ai toujours bien aimé avec les voisins, les copains, faire un petit barbecue et c'est là, je crois que les échanges ont été les meilleurs. C'est pas quand on s'envoie des mails, des courriers recommandés, etc., que ça fonctionne. Maintenant, si je me présentais à Metz ou dans une autre ville, bien sûr que je ferais pas ça. Là, je sais ce que je fais. Je suis pas fou quand même. C'est mesuré et moi, je fais confiance aux Jarnysiens en leur respect. Et notamment, tu prends aussi la parole pour établir un peu la vérité aussi face à toutes les critiques que tu peux avoir. C'est une nécessité pour toi? Oui, parce que les gens ont le droit de critiquer. Je ne veux pas les interdire, je ne suis pas dictateur. Mais je pense qu'ils doivent critiquer en connaissance de cause.
il y a beaucoup de on-dit, et ça, c'est pas que sur moi, c'est malheureusement, en plus, les Français, on est champions de Oui. ça. On aime bien parler sans savoir. Et donc, ce livre aussi est une réponse à ça, et dire, voilà, maintenant, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de me dire ce qui va pas, et puis on en parle. Mais quand on ne sait pas, on se tait. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment faire ce livre pour ouvrir des échanges, en fait. Et ce livre, pour faire une petite aparté, déjà où c'est qu'on va pouvoir le trouver et comment, alors en plus du podcast bien évidemment qui sera disponible pour toutes celles et ceux qui veulent l'écouter et pour toutes les Jarnisiennes et les Jarnisiens, mais comment il va être distribué notamment aux Jarnisiennes et aux Jarnisiens? Alors, déjà, il sera en vente, donc vous allez avoir 3 formats, un format papier, c'est-à-dire le livre original, un format numérique pour ceux qui aiment bien lire sur tablette, etc., et un format audio pour ceux qui n'ont pas envie de lire, qui n'aiment pas lire. Donc ça, vous pourrez retrouver sur Amazon. Vous pouvez l'acheter les 3 formats, et puis après me rencontrer, vous pouvez l'acheter sans problème quand je fais des permanences ou des choses comme ça. Et puis j'ai voulu prendre une décision assez forte, parce que je sais que tout le monde n'a pas 14,90 € à mettre dans un livre. Et puis j'ai dit, je vais distribuer le livre gratuitement à l'ensemble des Jarnisiens, donc ils seront livrés dans les quelques jours à venir, dans chaque boîte aux lettres. Au moins ça permet que moi je fasse un pas vers eux, et puis après s'ils ont envie de revenir vers moi avec un pas, et ben c'est à eux de voir. Tiens, et pour aussi un petit peu résumer comment tu le résumerais, qu'est-ce qu'on peut y trouver aussi dans ce livre avec tes mots? Si tu devais le dire aux Jarnisiens et aux Jarnisiennes. Vous allez me trouver tout nu, voilà, je me suis mis tout nu pour vous, et au moins vous savez tout, mais quand je vous dis tout, c'est tout. Je ne sais pas ce que je n'ai pas pu dire, ça m'a pris quand même beaucoup de mois à écrire ce livre, mais au moins vous allez tout savoir. Tu t'adresses notamment, un petit peu pour terminer aussi, tu t'adresses aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes et aux entrepreneurs, à ceux qui doutent, notamment dans ce livre. C'est quoi vraiment le message aujourd'hui que tu aurais envie de donner à toutes celles et ceux qui se croient hors jeu, comme tu l'as été peut-être pendant un bon moment? C'est quoi vraiment le message, la philosophie que tu aimerais transmettre par rapport à ça? Alors, cette phrase n'est pas forcément humble, mais en tout cas, venant de moi, elle y est. C'est, regardez, c'est possible, je l'ai fait. Je l'ai fait. Arrêtez de croire que c'est impossible. Arrêtez d'écouter ce qu'on dit. Arrêtez d'écouter vos propres voisins, famille, parce que souvent les proches vont, pour vous garder auprès d'eux, pour vous protéger, vont dire que c'est pas possible. Il faut que vous compreniez que c'est possible, et devenez un électron libre maîtrisé. Et c'est ce que j'ai fait, et je veux le prouver par ma réussite que c'est possible. Voilà. 17 leçons de vie. Oui. C'est un héritage ou un appel à l'action? C'est mon héritage à moi, c'est tout ce que j'ai appris au cours de ces 17 années d'entrepreneuriat, hein, et je veux pas donner de leçons aux gens, c'est pas, je viens pas à dire je sais tout, regardez, etc. C'est pas du tout le mot que je veux qu'on résume, c'est on peut apprendre de son parcours, voilà. Et donc ces 17 leçons de vie, je les ai écrites, et chaque année m'a appris une leçon, et je les ai écrites. C'est quoi celle que tu retiendrais, peut-être, pour terminer? Rien n'est impossible. En tout cas, merci beaucoup Jean-François pour ce podcast, pour ces mots, notamment pour ce livre. Pour être très honnête, je te connaissais peu, et j'ai découvert, notamment grâce à ce podcast aussi, un homme profondément humain, un entrepreneur engagé, et je l'espère un futur politique brillant. Donc merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Ça raconte mon histoire déjà, et pas que professionnelle, parce que ce qu'on peut voir sur les réseaux, sur internet, c'est souvent professionnel, puisque je mets pas du tout de vie personnelle sur les réseaux, et j'aime pas partager ma vie personnelle, mais là j'ai décidé autant le faire, autant faire ce livre, autant le faire bien, et donc vraiment vous allez tout savoir sur ma vie de mon enfance, presque ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, j'ai vraiment décidé de faire un inventaire de ma vie, de surtout essayer de vous parler à vous pour que vous me connaissiez, et puis de vous évoquer tous mes sentiments que j'ai pu avoir sur chaque étape de ma vie. Alors ça va paraître bizarre, mais il n'y a pas eu qu'une fois. Chaque projet a eu ses difficultés.
chaque projet immobilier, chaque projet de restaurant, chaque projet d'entreprise. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des barrières qui se mettent administratives. C'est sûr que ça donne envie d'arrêter parce qu'on se sent à part. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur chez les entrepreneurs. Beaucoup le ressentent et se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi on veut m'abattre? Pourquoi on veut me battre? Eh bien, moi, je veux dire à ces entrepreneurs-là, à ces gens-là qui ressentent ce syndrome de l'imposteur, c'est normal. Allez vous reposer, prenez du recul et revenez plus fort. Donc, j'ai failli abandonner plus d'une fois, mais j'ai toujours pris du recul et je suis revenu encore plus fort après avoir voulu abandonner. Ah, le message, c'est bats-toi, n'écoute pas les on-dit, va au bout des choses avec la passion et n'aie jamais honte de ton nom.